ton parcours, quand est-ce que tu as touché ton premier ballon d'or? Je crois d'ailleurs que c'était pas un ballon d'or, le premier ballon que tu as touché. Non, j'étais pas handballeur à la base. D'ailleurs, tu as bien précisé, bonjour à tous et à toutes. Le dernier, il était temps quand même. Hein, au dernier match, c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à 3 Jeux Olympiques et une particularité avec les Jeux Olympiques, c'est quand on a la chance de les faire une fois, on ne sait jamais si on pourra le refaire une deuxième fois. Donc il y a eu 2 grosses déceptions, surtout la deuxième à Athènes, où on avait vraiment tout pour réussir et que finalement on s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il manquait encore un petit truc pour aller plus loin. Oui, je peux vous expliquer pourquoi. Parce que le sport collectif, tout simplement, c'est une élite et il n'y a que les meilleurs qui restent. C'est un monde assez impitoyable, fait de plaisir, dans le sport de très haut niveau, il y a plus de déception que de satisfaction, plus de frustration que de satisfaction. C'est-à-dire que le seul objectif dans le sport de haut niveau, c'est de gagner. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas sportif de haut niveau, en tout cas vous n'avez pas l'aspiration à le devenir mentalement. Sauf que les vainqueurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et c'est pour ça que vous entendez souvent parler de la mort du sportif après la carrière. C'est tout simplement parce que le sportif se construit pour aller chercher des objectifs, soit être champion de France, chacun a ses objectifs. Soit être champion du monde, ça peut arriver aussi. Mais il n'y a qu'un seul gagnant à la fin et que c'est un spectacle. Mais on a 540 000 licenciés dans le sport professionnel, il y a 2 000 personnes. C'est le reste le plus important, c'est notre base la plus importante. Et c'est celle-là qu'on veut maintenir et garder, et on parlera peut-être de valeurs tout à l'heure, ce que sont, parce que c'est un terme qui est utilisé n'importe comment, ce que sont vraiment nos valeurs, et ça, si vous me demandez, je peux vous les expliquer. Très bien. Ça va bien, Les valeurs. Les valeurs, c'est comme le respect. Les valeurs, c'est comme le respect. Malheureusement, on ne devrait pas avoir à en parler. Parce que les valeurs, ce sont des actes. C'est une manière de vivre, une manière de vivre avec les autres, une manière de respecter les autres. Et c'est marrant parce que finalement, quand on parle de valeurs, on ne parle pas de sport. C'est ce que chaque licencié que nous accueillons, et on échange beaucoup avec la fédération, c'est la première chose qu'on veut qu'ils acquièrent. Pour vous faire plus simple, c'est-à-dire que même les futurs gamins qui vont entrer en sport-études, en pôle, la première personne qu'on rencontre, c'est les parents. Et les parents ne le savent pas, mais ils sont testés. En tout cas, dans les pôles qui font bien leur boulot, ils le font plutôt tous très très bien. Un parent qui vit son rêve à travers son enfant, on le mettra en garde. Parce que le moment où vous donnez cette charge, parce que c'est une grande charge, vos enfants à un éducateur de handball, je parle de ce que je connais, on a conscience de la valeur de ce que vous nous confiez. Et qu'on veut qu'il grandisse, techniquement il apprendra. Hein. C'est simple. Hein. Vous savez, s'il aime le hand, s'il aime son sport, il apprendra, il deviendra un très bon sportif. Parce que le talent, c'est la force par l'attention. C'est Idriss Aberkan qui l'avait matérialisé en formule mathématique. Parce que l'attention, c'est quand on aime quelque chose, c'est le temps par l'attention. Quand on aime quelque chose, on y passe du temps. Et si on passe du temps sur quelque chose qu'on aime bien et on répète, on devient très bon, on acquiert une facilité à le faire. Mais le plus important, c'est de regarder ce que veut l'enfant, aussi doué qu'il soit. Parce que sa construction mentale, c'est ce qui en fera un sportif de haut niveau, ou même s'il n'est pas un sportif de haut niveau, qui l'aidera plus tard. Dire qu'il sera un handballeur dans ce qu'il est. Et ma question, c'est comment, en quelques mots, vous mettez en place le marketing, une chose, de manière générale, communication marketing, et l'autre point aussi, quelles sont vos relations avec vos partenaires, puisque vous avez aussi des partenaires.
Ça nous intéressera un peu de transposer ça par rapport à ce que nous vivons nous au quotidien, que ce soit dans le hand, ou sûrement aussi dans le rugby, dans le hockey et dans d'autres sports. Dans notre sport, le plus important dans le monde d'aujourd'hui, c'est la communication et c'est la visibilité. Par un exemple tout bête, on est tous d'accord que la Star Academy, c'est pourri. Sauf que la répétition du programme, le marketing fait autour du programme, fait que vous retenez les noms de ceux qui le font. Juste à en trouver des choses drôles, et puis finalement, ce programme-là, vous ne savez pas comment vous allez y arriver, mais vous allez le regarder. Le sport, c'est... Non, je parle un peu fort. Le sport, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous devons passer du sport au sportainment. C'est-à-dire que le programme sportif doit devenir un spectacle pour ceux qui le regardent, un spectacle pour ceux qui vont le voir, comme si on allait au théâtre. Et ça n'enlèvera pas l'importance de la qualité sportive qu'il faut proposer, parce qu'en plus, il faut de la qualité sportive, mais le décorum doit être visité. Donc il a fallu que je fasse entendre à mes présidents que avoir 2 millions de plus, 3 millions de plus, est-ce vraiment important? On dit on va faire un truc, on va diviser ces 3 millions à court terme, et finalement ça va pas vous faire grand-chose. Par contre, si demain nous étions en capacité à ce que chaque club soit diffusé chaque semaine et que tous les matchs de championnat soient diffusés, on passerait dans une étape supérieure parce que le handball se placerait directement 3e sport mondial. Par contre, français. Par contre, il y aurait des obligations dans le développement, dans l'évolution de ce qu'il faut montrer. Donc il y aurait aussi énormément de devoirs. Donc c'est ce que je suis en train de préparer actuellement dans cette finalisation. Et pourquoi pas tout avoir? Diffusion totale. Pourquoi pas avoir un match par semaine en clair? Pourquoi pas même filmer la Pro League? Et donc ça, c'est un autre métier de négociation. Winning negotiation. J'avais ça dans mon cours. Et que si on doit faire le rapport de pourquoi je suis devenu président, c'est que quand j'étais joueur, et tu as vu, il n'y a pas besoin de parler de la partie d'entraîneur, on a une vision micro de son sport. On est vraiment dans des opérationnels du sport. Mais quand on est sportif, on ne voit pas la globalité du sport. Ce qui fait que il pourra se développer. On pense que juste le spectacle sportif que nous proposons en tant que joueurs est suffisant. Et c'est faux. Ce que ça m'a apporté, ce cursus, c'est de voir mon sport de beaucoup plus haut. De voir toute la partie institutionnelle, la partie privée, la partie développement, la partie formation, et que en mixant tout et en réfléchissant avec les acteurs de notre sport, je vous assure qu'on est en train de réfléchir le modèle et que j'espère qu'on pourra vous montrer dans pas longtemps que le handball avance encore et réfléchit différemment, mais non, sans oublier d'où nous venons. Quelles sont les relations que tu as avec eux? Déjà, tu as le bon mot, tu dis partenaire et tu ne dis pas sponsor. Je l'ai jamais bien. Ouais, parce que c'est... L'avenir, il est là. C'est-à-dire que j'ai fait évoluer quelque chose, c'est-à-dire que j'arrive dans une ligue où la première chose, c'est qu'il y a eu une élection. Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas faire peur aux gens qui vont voter pour vous. Donc je suis allé à leur rencontre et j'ai surtout écouté leurs problématiques à chacun. Ils sont tous différents, mais il y a des choses qui se rejoignent. Je vais revenir très vite aux partenaires. Et la première chose que je leur demandais, c'est comment puis-je t'aider? Et en fait, j'ai recueilli partout, et c'est en recueillant toutes les informations de chacun que j'ai construit ma campagne, en fait. Par rapport à leurs désirs à eux, leurs désirs globaux. Et on en est arrivé sur la manière dont ils voyaient le partenariat, le partenaire, et je suis allé jusqu'à l'imaginer au niveau de la Ligue et au niveau global.
C'est-à-dire que le partenaire, aujourd'hui, il fait partie de la famille. C'est-à-dire que c'est plus qu'un partenaire. C'est-à-dire que nous, mes partenaires, à partir d'aujourd'hui, je les emmène avec moi. C'est-à-dire que demain, on vient de faire rentrer un nouveau partenaire. Il y a l'équipe de France qui joue au championnat du monde à Berlin. J'emmène mes partenaires à Berlin. Il faut qu'ils découvrent notre sport et qu'ils ne soient pas juste là pour mettre leur nom sur une marque. Non, il faut que la marque, ça devienne eux et nous, on devienne eux. Et que derrière, la relation de networking, elle existe vraiment. Et ça, pour cela, il faut avoir une relation très fine avec ses partenaires. Le partenaire est plus qu'un partenaire. Chose, vous avez parlé, donc on parle de sport collectif, on est bien d'accord. Vous avez parlé, j'ai retenu, d'une passe décisive, d'accord, pour être dans la lumière. Donc ça veut dire que vous avez parlé aussi d'égocentrisme, d'accord, et vous avez parlé, vous avez dit, si j'ai bien retenu, que en fait, pour être le meilleur, il faut penser d'abord à soi. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui. D'accord. Donc ma question, c'est comment amenez-vous en fait des jeunes, la nouvelle génération, à aller vers le sport collectif? Et qu'est-ce que vous entendez par collectif? Comment on crée de la valeur collective lorsque derrière, on sous-entend qu'il faut être individualiste? Est-ce que je suis... Très très clair. Très, Non, c'est vraiment très clair et c'est bien que vous me posiez la question dans cet ordre-là, parce que quand je parlais d'égocentrisme, c'est le sport de haut niveau. C'est le sport de très haut niveau. Lorsqu'on fait finalement son métier, où les objectifs sont totalement différents, ça n'exclut pas le plaisir, surtout. C'est-à-dire que le plaisir se retrouve dans la performance, dans le dépassement de soi, et ce n'est pas du tout ce qu'il faut rechercher chez les jeunes. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est pas parce que à haut niveau, pour développer les qualités, qu'elles soient à leur paroxysme, il faut aller vers ce type de sensations. Il ne faut surtout pas les avoir en jeunes. Et il ne faut surtout pas aller rechercher ça chez les jeunes. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sur les formateurs. Non, les jeunes, il faut qu'ils courent, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils soient dans cette formule mathématique qui pousse au talent. C'est-à-dire qu'ils aiment ça et qu'ils y passent du temps, tout simplement. Le niveau du sport, en France, c'est 2% du PIB. Ce qui sera intéressant, c'est que ces 2% du PIB soient aussi réutilisés pour rendre au sport ce qu'il donne. Parce que ce qui va se passer avec le temps, c'est que c'est l'éducation française d'avant qui a créé cette niche, cette poule aux yeux d'or qui est la finalité de l'économie sportive. Mais à force de ponctionner ici, ils vont aussi perdre ces points ici. Et que, quoi de compliqué de prendre tous les sports olympiques, par exemple, et de regarder les sports olympiques qui sont à côté d'une école. Aussi simple que ça. On prend une école primaire, un gymnase à côté qui fait du volley, et de prendre les éducateurs. Et à l'intérieur de ces clubs qui commencent à être exsangues parce que plus d'argent, pourquoi ne pas faire baisser les charges de ces clubs et tout simplement que les éducateurs de ces clubs sportifs soient les meilleurs éducateurs pour apprendre aux gamins à faire du sport à l'école. Bonsoir. Moi j'avais une question à propos de management. On parlait tout à l'heure d'égocentrisme et d'individualité dans un collectif. Comment est-ce qu'on fait pour manager une équipe avec justement des fortes personnalités au sein d'un collectif chez des sportifs de haut niveau? J'ai eu la chance de croiser deux grands entraîneurs en équipe nationale, avec deux types de management totalement différents. Donc j'ai eu Daniel Constantini jusqu'en 2001, nous avons été champions du monde avec lui, qui avait un management très paternaliste. Dire qu'il était là-haut, très Jupiter. Il donnait les ordres, et c'était ses ordres.
Mais il n'y a pas de bon ou mauvais management. C'est qu'à l'époque, il était aussi contextuel, c'est-à-dire que le temps d'entraînement, les ressources internes aussi de son collectif, il n'y avait pas de préparateur physique, aujourd'hui cryo, tout est calculé. Et c'était un prof de sport qui faisait tout. Voilà. Et il a appris comme ça, mais pourtant on a gagné, mais c'était à la dure. Et malgré qu'il nous en a fait baver, c'est quelqu'un que je respecte plus que tout. Et Claude Onesta est devenu le manager qu'il est devenu par accident. Parce qu'il n'est pas comme ça à la base. Il a appris à l'intérieur, avec les échecs, et il s'est rendu compte que sans les joueurs, en fait, finalement, il ne pouvait pas réussir, et qu'à un moment, les joueurs l'ont sauvé. Donc il a eu ce managériat participatif avec le temps, et qu'on a découvert avec la réussite que ça a donné, que c'était un managériat extraordinaire. Et ça, en fait, c'est une manière de manager où il faut faire preuve d'énormément d'empathie pour comprendre chaque élément, connaître ses joueurs, au moindre pas, au moindre geste qu'ils vont faire, à la manière dont ils se lèvent, à la manière dont ils communiquent ensemble, à la manière dont ils évoluent ensemble lors des entraînements. Et en fait, c'est une alchimie qu'un manager apprend avec le temps s'il est en capacité de bien lire les hommes qu'il a dans les mains. Et en fait, la seule chose, c'est d'optimiser chaque joueur et surtout lui faire accepter un plan qui est fait pour lui, à l'intérieur d'un collectif. C'est-à-dire que le plus dur, c'est pas de dire à Nicolas Karabatic ce qu'il doit faire. Le plus dur, c'est de celui qui ne va pas jouer. Il faut le garder à l'intérieur, lui expliquer pourquoi il ne joue pas et à quel moment il va être important. Arriver à faire comprendre qu'un joueur qui va rentrer, on avait un joueur qui s'appelait Guillaume Joly, qui rentrait que pour les pénaltys. Et il a réussi à lui faire entendre que ce rôle-là, et il l'a été, était peut-être le rôle qui allait nous faire devenir champion du monde. Et ça a été le cas. Et c'est ça, à réussir. On n'est jamais un grand manager. Parce qu'on part du principe qu'il y a des principes de base à avoir, comme ceux qu'a Claude Onesta et qu'avait Claude Onesta. Mais après, on pourra accompagner les managers quand tout le monde aura la même voiture. Je ne compare jamais les coachs. Parce qu'ils n'ont pas tous la même voiture. Il est plus facile d'entraîner, manager le PSG que c'est son règne, c'est pas le même métier. Quand tu auras les voitures. Bonsoir. Pour revenir à un niveau de base, tu as expliqué que quand les parents arrivaient, ce n'était pas les enfants d'abord, c'était les parents qui étaient observés. Beaucoup de parents se projettent par rapport aux enfants, que ce soit le sport ou les études. Est-ce que la Ligue a mis quelque chose en place justement pour accompagner La Ligue, les enfants ou les parents ou la Fédé? La Ligue, non, parce que c'est pas notre... La Fédé. C'est la fédération. Et la fédération, elle fait très très attention à ça. Très attention à ça, parce qu'on a le souci que les enfants s'éclatent avant tout. C'est-à-dire qu'avoir à licencier, c'est de le garder. C'est-à-dire que si le seul objectif des gamins quand ils font du handball, c'est d'être sportifs de haut niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire plus de frustrés que de gamins qui ont envie de faire du sport. Donc on essaye, après, on ne peut pas tout maîtriser sur 500 000 licenciés. Mais en tout cas, l'approche, elle est celle-là. L'approche, elle est vraiment qu'il faut être à côté des parents et expliquer aux parents que pour que l'enfant réussisse, il faut qu'il prenne un petit peu de retrait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il suive l'enfant, mais il ne faut pas qu'il devienne le conseiller ou l'agent de l'enfant, parce que là, ça te fait des choses catastrophiques. Et même, il y a des gamins qui continuent à jouer et que leurs parents les dégoûtent même de jouer et qu'ils ne jouent plus pour les bonnes raisons. Et ça fait des gamins malheureux. On le voit beaucoup je joue au golf aussi, on le voit beaucoup dans les sports individuels. Dans les sports individuels où les enfants sont finalement en contact très souvent de leurs parents qui les emmènent, qui investissent beaucoup aussi. Il ne faut pas enlever ça. Il y a des parents qui investissent beaucoup de leur temps et souvent ils ne le font pas exprès, heureusement encore. Mais essayer de leur dire que l'épanouissement de leur enfant passe par une gestion de leur part un petit peu plus réfléchie.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour votre parcours professionnel, enfin, sportif et personnel. Je voulais vous demander justement, quand on est à un haut niveau comme ça, les collègues qui arrivent à la retraite, ou vos collègues, est-ce que l'ensemble se sent en responsabilité justement d'un retour vers la base? Est-ce que c'est inculqué aussi au sein des équipes de France, de ce souci permanent d'image, premièrement, mais aussi après, de retour, de responsabilité de retour sur la base? Merci. Moi, je le pense. Après, je ne peux pas me mettre à la place de tous mes collègues, mais alors, j'ai une particularité, je ne pratique plus le hand. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure, c'était très très bien. Tu m'as demandé quoi tout à l'heure? Ouais, j'avais vu sur Wikipédia qu'en 2014, tu avais repris à Livry, qui est un club de ta jeunesse. Voilà. Et le problème quand on a fait du sport de haut niveau, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est très compliqué. Surtout dans un sport de contact. Et mon entraîneur que j'ai eu en espoir, à qui je dois beaucoup, parce que sans lui, j'aurais peut-être jamais joué en première division, me dit ouais, on a besoin d'un petit coup de main, viens faire si tu peux faire un match ou deux avec nous, j'accepte. Je dis comme ça, la boucle est bouclée. Et donc je prends une licence, et au premier match, c'était dans les Parisiens, Olivier Giraud reprend le handball. Donc je lui dis c'est gentil, mais j'arrête. Parce que il y a toujours un joueur en face qui va vouloir s'étalonner. Et je ne sais pas si les plus jeunes s'en souviennent pas, mais j'étais pas un enfant de cœur sur le terrain. Donc quand on me cherche, j'étais dur sur le terrain, dans les règles, mais très dur. Et donc je me suis dit, je vais plutôt regarder mon sport. J'adore le regarder. J'adore voir mes potes de mon âge jouer. Je suis mort de rire. Ils font beaucoup rire. Et j'ai retrouvé aussi, même si je suis président de la ligue professionnelle, j'ai retrouvé ce plaisir à retourner dans les petites salles, voir mes potes jouer et ce que j'ai connu. Et donc oui, je serai toujours en valeur. Et c'est ça le vrai truc, c'est que oui, le parcours est comme ça, mais la base c'est tout. Donc oui, je suis toujours dans les salles. Après c'est le temps qui fait que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, beaucoup de ceux qui ont arrêté s'investissent toujours, soit en tant que... Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus entrepreneurs aussi. Il y a quelque chose qui a changé dans notre sport. C'est qu'avant, un handballeur qui devenait entrepreneur, déjà la première chose, je parle de ça il y a 20 ans, c'est qu'il ne disait jamais qu'il avait été handballeur. C'était limite, t'as fait du hand à l'école. Aujourd'hui, il y a une chose qui a changé dans notre sport, c'est que c'est une fierté. C'est une grande fierté. Même celui qui a joué juste à l'école, j'ai joué un petit peu, j'étais gardien de but. Et que ce que ça a créé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait du handball et qui reviennent dans le handball parce que les valeurs du handball, on essaye de les garder. Les valeurs, il n'y a rien de figé. Mais en tout cas, on essaie de se battre pour garder cet ADN-là et qu'il y a des recherches, on fait beaucoup de recherches, sur ce que cherchent les marques aujourd'hui. Et il y a une des choses importantes, c'est la réputation. C'est qu'ils veulent être dans des sports qui sont sociaux ou qui regroupent. Il y a une particularité du hand, c'est que c'est un des sports qui regroupe pratiquement tout le panel hommes-femmes de 7 à 60 ans. C'est un des rares sports comme ça. C'est le sport familial, sport scolaire, sport familial de base, et c'est pas péjoratif. Par exemple, mais où on ne peut plus retrouver ça, on ne peut pas retrouver ça. Moi, en tant que père de famille, il y a des sports où bon, mes enfants sont grands maintenant, mais où je serais allé voir un match de hand avec mes gosses, sans aucune peur. J'ai jamais entendu, de toute ma carrière, de toute ma vie, j'ai jamais entendu qu'il y avait eu des matchs de hand qui avaient dû être faits à guichet fermé avec exclusion des gens parce qu'il y avait eu des bagarres entre les supporters. J'ai jamais entendu de club de hand où, et pourtant même dans le hand il y a eu des affaires, mais il n'y a jamais eu de choses où les gens se sont battus, où les gens se sont tapés dessus. On n'a jamais vu des handballeurs se casser la figure.
même dans un club dans un sport comme le rugby, où parfois ça dégénère, bah ouais, ça dégénère, mais après ils ont la troisième mi-temps, ils vont boire la bière ensemble, et ça c'est formidable. Et qu'est-ce qui fait que ces valeurs-là, qui sont des valeurs quand même pour moi fondamentales, parce que c'est effectivement ce qui fédère les gens, on ne les retrouve pas, il y a certains sports dans lesquels on ne les retrouve pas, et c'est vraiment dramatique et malheureux. Est-ce que c'est dû au professionnalisme? C'est une des questions que je me pose, parce que le handball n'est certainement pas le sport dans lequel les professionnels sont les mieux payés. Est-ce que c'est dû à l'argent qui vient dans le sport? À quoi est-ce qu'on doit ce fait que malheureusement ces belles valeurs qu'on retrouve dans le hand, on ne les retrouve pas dans d'autres sports? Alors on va partir sur d'abord l'argent. Je connais des gens pauvres qui sont vraiment cons et des gens très riches qui sont des personnes formidables. C'est un faux débat le problème de l'argent, parce qu'en fait finalement l'argent, ce qu'il amène, c'est une cristallisation médiatique. Là où il y a de l'argent, il y a du média. Donc plus il y a de médias, plus il y a une occasion de pouvoir déraper. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Vous savez, le sportif dans lequel aucun sportif ne voudrait être dans sa peau, Zinedine Zidane. Être dans la peau de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais le moindre petit mot, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il dévie et qu'il ne le fait pas. Je trouve cet homme remarquable. Parce que je peux vous assurer d'une chose, aussi bien pensant que je puisse l'être, si j'étais filmé autant que lui, j'aurais déjà dérapé depuis 10 fois. Parce qu'il m'arrive d'avoir mon caractère et de l'exprimer. Donc il y a des gens formidables, mais on ne s'en rend même pas compte parce qu'en fait ils sont toujours devant l'écran. Pour tout vous dire, notre sport, on ne fait pas exprès d'être un sport à valeur. Parce que tout simplement, comme le volley, nous avons été des sports scolaires, universitaires, donc qui fait que finalement, l'entourage, les profs de sport, les premiers éducateurs étaient des profs de sport, et que finalement, c'était un enchaînement de la vie scolaire, de la vie sociale scolaire, et qu'aujourd'hui, mon président, c'était un ancien prof de sport, le président de la fédération, c'était un ancien prof de sport, et que finalement, la mentalité, elle est là. Elle est là, elle perdure, mais c'est surtout que ça dure depuis tellement longtemps. C'est que c'est pas quelque chose qui s'acquiert juste en disant mais pourquoi eux ils n'y arrivent pas. Nous, on ne veut pas juger déjà les autres sports après leur manière de former, éducative, leur vision, leurs objectifs pour leurs jeunes ne sont certainement peut-être pas les mêmes. Et après il y a une autre chose, c'est qu'on contrôle un sport par la règle, comme à l'école. La règle. C'est-à-dire qu'au handball, au volley, c'est exactement la même chose aussi. Vous ne pouvez pas mettre un doigt sur un arbitre. Si vous mettez un doigt sur un arbitre, vous êtes suspendu 6 mois. Je ne dis pas taper un arbitre, hein. Je dis poser la main, comme ça. Ça, c'est 6 mois de suspension. Donc, vous voulez faire le ménage, ça va vite, hein. C'est-à-dire que les gamins qui pensent qu'ils peuvent sortir de la règle, on ne les voit plus dans ce sport. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi apprendre la règle, et le sport sert à ça. Et que nous, on est toujours, parce que chaque fois qu'on parle de sport, on parle du foot, là, quand même. L'arbitre, je ne sais pas comment ils font. Ouais. Dès qu'il y a un coup de sifflet, 15 mecs autour, au handball, tout le monde serait suspendu. Donc, à un moment, il faut, malgré l'argent, et là, ce sont les dirigeants, et pas les joueurs, qui font que l'argent pose un problème à la respectabilité de l'arbitre. C'est qu'à un moment, il faut que les dirigeants remettent la règle là où elle doit être, tout simplement. Parce que la règle du foot, c'était celle-ci avant aussi. Avant.